La seconde partie de notre débat consacrée ce soir à la bataille d'Alep, les raids sur ce qui fut la deuxième ville de Syrie, anciennement la capitale économique de Syrie, ont baissé en intensité ce lundi. Il y a des tractations tout azimut. John Kerry qui était à Genève où il a rencontré Staffan de Mistura, l'envoyé spécial des Nations Unies. Staffan de Mistura qui ira lui demain à Moscou. John Kerry qui s'est entretenu par téléphone avec Sergueï Lavrov. Et puis d'autres acteurs aussi dans ce conflit, notamment l'Arabie Saoudite ou encore la Jordanie. Je vous propose d'écouter le ministre saoudien des Affaires étrangères qui, lui, était également aujourd'hui à Genève et qui s'est entretenu avec John Kerry. Ce qu'il se passe à Alep est une honte. C'est une violation du droit humanitaire. C'est un crime. C'est une violation de tous les accords conclus lors du processus de Vienne. Philippe Migaud, je vois relever les sourcils en entendant le ministre saoudien des Affaires étrangères qui dénonce des crimes de guerre à Alep. Écoutez, de la part d'un État qui finance le terrorisme depuis des années, je trouve ça relativement comique d'entendre ces gens donner des leçons sur les principes moraux. Je rappelle que l'Arabie Saoudite est un État où on décapite à tour de bras. C'est un État qui finance le terrorisme, c'est une notoriété publique. Donc très honnêtement, ce que peut penser le ministre des Affaires étrangères saoudien semble relativement risible. Quels sont les enjeux de cette bataille aujourd'hui d'Alep ? Alors l'enjeu d'un point de vue stratégique, c'est que si vous prenez Alep, si le régime de Bachar prend Alep, vous prenez une position stratégique, on l'a rappelé tout à l'heure, c'était la capitale économique du pays. Bon, malheureusement, vu l'état de la ville, il se passera très longtemps avant qu'elle retrouve son lustre, si jamais elle le retrouve. Mais grosso modo, vous prenez une position, un carrefour stratégique, vous coupez clairement tous les mouvements terroristes, que ce soit l'État islamique ou Al-Qaïda, Al-Nosra, vous coupez ces mouvements de la frontière turque, donc de leur base arrière, donc de leur base logistique. Et donc on a affaire à un point de fixation extrêmement important et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut être assez pessimiste sur le fait que cette bataille se calme, parce que si vous prenez Alep, vous marquez un point extrêmement important contre le terrorisme. David Rigoulet-Rose, est-ce que la clé pour mettre fin à ces violences à Alep, est-ce que ce sont les Russes qui détiennent cette clé aujourd'hui? Parce qu'on voit que tout le monde se tourne vers la Russie. Staffan de Mistura va demain à Moscou. John Kerry a appelé Lavrov aujourd'hui. C'est les Russes qui ont la clé parce que ce sont les seuls à pouvoir faire pression aujourd'hui sur Bachar el-Assad. Oui, mais les Russes sont aussi pris au piège d'une certaine manière de cette situation, parce qu'ils ont été un game changer au moment où ils sont intervenus. Mais d'ailleurs, ça explique un peu l'embarras de Vladimir Poutine. On n'entend pas beaucoup d'ailleurs la nuit non plus. Oui, parce que d'abord, Vladimir Poutine est inquiet pour l'aviation russe, avec le cas dans l'éventualité où les Saoudiens et les Turcs livreraient des manpads qui seraient susceptibles d'abattre. Il y a des hélicoptères russes qui ont été abattus. Donc, il y a une inquiétude là-dessus et c'est vrai qu'il y a la peur du bourbier, de l'enlisement. Donc, les Américains voient ça de manière très distanciée en disant « il n'est pas question pour nous d'y aller ». Ils y sont d'une certaine manière, ça arrange un peu tout le monde, mais on voit bien finalement, ça arrange la France, ça arrange les États-Unis, ça arrange l'Europe, finalement, que les Russes soient là et finalement, parce qu'ils s'opposent aussi, au-delà de soutenir Bachar el-Assad, ils s'opposent aussi à l'organisation de l'État islamique, ils s'opposent aussi au front Al-Nusra qui est lié à Al-Qaïda et finalement, ça nous arrange qu'ils aillent faire, entre guillemets, le sale boulot, peut-être à notre place. C'est toute l'ambiguïté de la situation. C'est toute l'ambiguïté de la situation, parce qu'effectivement, ça colle pas avec la posture initiale, qui était le départ de Bachar el-Assad. Mais en même temps, vu l'évolution de la situation, le risque terroriste et le fait que ces groupes se soient imposés sur la scène militaire de la Syrie, fait qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans une démarche proactive pour valider des groupes qui, sur le terrain, sont faibles. Je pense à ce qui était la SL, etc. au début. Ils n'existent plus, eux. Justement, c'est le problème. Et donc, on se retrouve d'une certaine manière complètement en perte de repères et dans une situation fragmentée. Finalement, on n'a plus personne pour qui soutenir finalement face à Bachar el-Assad. C'est ça la réalité? C'est ce que disent les Américains. Comment faire le tri entre les bons et les méchants? Et la position américaine... C'est marrant cette question parce que c'est eux qui n'ont pas... Oui, mais justement, venir là. Ce qui est intéressant, c'est que les Américains ont dit depuis le début,
D'ailleurs, ça s'est mal passé quand il y a eu le début de négociations avec la délégation du HCN. Et ça s'est très mal... L'opposition, le groupe d'opposition. Parce que Riyad Hijab a dit qu'effectivement, Kerry était fou furieux. Dans son agenda, le premier critère, c'est le danger de l'État islamique al-Nusra. Et donc là, ça explique aujourd'hui la posture américaine par rapport notamment à Alep, je pense. Frédéric Le Safre, vous vouliez réagir? Je vous donne la parole, pardonnez-moi. Il y a quand même une vraie question, je trouve, qu'on devrait se poser en tant qu'Européens. C'est-à-dire qu'il y a un jeu américano-russe de partage du monde, de gestion de certains conflits, etc. Le seul problème, c'est que le conflit syrien, il est littéralement à notre porte. Et ce qui est en train de se passer à Alep, ce qui se passe en Syrie depuis 5 ans, en termes de degré de désespérance pour les populations et de manque total de confiance vis-à-vis des pays européens, ça devient un problème absolument colossal. Et ça devient un problème qui va contribuer à nourrir la radicalisation et à nourrir le terrorisme pendant des années et des années. Bien sûr. Très humblement, à notre petite échelle, en finançant des maternités, en finançant des hôpitaux, etc., on contribue à donner du sens aux gens dans leur activité quotidienne, à leur donner un espoir et à faire en sorte qu'ils puissent essayer de se projeter dans un avenir en Syrie. Et en étant uniquement dans des logiques géopolitiques où on se lave un peu les mains, des morts, des bombardements, etc., on est en train de créer... On pousse à la radicalisation. On est en train de créer la logique du terrorisme pour les décennies à venir. Philippe Migaud, je vous donne la parole, Imadou Sarri. Philippe Migaud, quand même, réagir à ce que vient de dire Frédéric Le Safre, c'est-à-dire finalement, en ne se mêlant pas de ces conflits, en ne les dénonçant pas même, que ce soit le cas des Américains, que ce soit le cas des Européens. Est-ce qu'on n'est pas aussi en train de nourrir justement la radicalisation, comme le dit Frédéric Le Safre? En tout cas, c'est ce qu'ils ont pu voir, eux, sur le terrain. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut souligner. Alors qu'on attendait de commencer l'émission, il y a eu deux citations. Une de Jean-Marc Ayrault qui disait au Mali le terrorisme a horreur des accords de paix. Et puis John Kerry qui dit que la situation est hors de contrôle. Mais voilà, c'est le bon sens même. Je veux dire, on est dans une situation où on ne contrôle plus rien. Plus rien. Je veux dire, pour faire la paix, il faut être deux. Grosso modo, il y a eu un accord de paix, une trêve qui a été conclue le 27 février. Je rappelle que Al-Nosra et l'État islamique ne sont pas concernés par cette trêve. Comment fait-on pour décréter une trêve unilatéralement en face de gens qui ne sont pas concernés et qui sont les plus nombreux et les plus armés sur le terrain? Je rappelle juste une chose. Quand les Russes ont dit qu'ils désengageaient une partie de leurs moyens sur place, Al-Nosra a répondu dans la foulée: c'est le signe que la Russie a peur de s'embourber, ce à quoi je ne crois pas du tout, que la Russie a peur de s'embourber et nous allons repasser à l'offensive. Ce qu'ils ont fait à Alep d'ailleurs, ce qu'ils font depuis début avril. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On attend tranquillement qu'ils reprennent le contrôle de tout Alep, des quartiers qui ont été récupérés? Mais qui a commencé à Alep? C'est ça la question, c'est qui a commencé à Alep? Est-ce que ce n'est pas le régime syrien, au moment où démarraient les négociations à Genève, pour faire capoter les négociations de Genève? On est dans une guerre civile, on est dans une guerre de religion. Comme le disait très bien monsieur tout à l'heure, on a un peuple qui est coincé entre un dictateur d'un côté, des fous furieux de l'autre. Bon, il se trouve qu'avec le dictateur, on peut peut-être éventuellement discuter. En tout cas, c'est ce vers quoi on va de plus en plus. Il se trouve qu'avec les fous furieux, on ne doit pas et on ne peut pas discuter. Donc, malheureusement, j'étais à Moscou la semaine dernière à la 5e conférence sur la sécurité de Moscou. Les Russes n'ont pas cessé, que ce soit Vladimir Poutine, Sergueï Lavrov, donc le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Shoigu, le ministre de la Défense, de dire écoutez, il faut, si on veut vaincre le terrorisme, maintenant il faut unir nos efforts, faire un grand partenariat russo-américain sur lequel viendront se greffer toutes les bonnes volontés. Et la seule solution pour avoir la paix, c'est pas compliqué, c'est de détruire l'adversaire. Parce que le problème, c'est que de décréter des trêves dans tel ou dans tel quartier... Mais oui, mais est-ce que vous pouvez comprendre, Philippe Migaud, que ça peut être... Enfin, je vais vous donner la parole, Imadou Sarri. Et là, on n'est plus dans le jeu géopolitique. Mais est-ce que vous pouvez comprendre aussi que pour des Syriens, après 270 000 morts, que d'introduire Bachar el-Assad dans la transition politique, même si c'est pour un bref temps, si c'est pour 6 mois, si c'est pour 18 mois, que ça peut sembler tout à fait inacceptable? Bien entendu que je le comprends tout à fait, mais... Pour en revenir à la position, ce que disait monsieur sur la position des Européens, mais pour peser dans les débats, encore faut-il exister, encore faut-il avoir une diplomatie, encore faut-il avoir des forces armées. Elle est où la défense européenne? Elles sont où nos troupes? Qui intervient là-bas, en dehors de la France? Personne. Donc l'Europe, c'est bien gentil, mais ça n'existe pas. Imadou Sarri. Oui, mais il y a deux choses que j'aimerais bien soulever quand même. C'est aujourd'hui la trêve qui était, on va dire, accordée entre les Russes et les Américains. Pourquoi on a sorti déjà Alep avant le bombardement de l'hôpital? La trêve était bien réelle, 48 heures, 62 heures avant le bombardement de l'hôpital. Deuxième chose, pourquoi souvent qu'on arrive à mettre la pression sur le régime pour aller vers un chemin plutôt
une sortie plutôt politique. Et il y a un bombardement il bombarde le Ghouta, il bombarde... Mais est-ce que là, il n'y a pas une stratégie aussi de la part du régime syrien d'arriver en force aux tables, et des Russes peut-être aussi, d'arriver en force aux tables des négociations et de faire plier finalement l'opposition syrienne en disant voilà, on a repris la main sur Alep, on a encore gagné un point, maintenant c'est avec Bachar. J'allais arriver là. En fait, aujourd'hui, depuis que les Russes qu'ils ont pris plus qu'ils ont intervenu plus dans le terrain de la Syrie, aujourd'hui, il y a un objectif qui vont passer comme message. Aujourd'hui, nous avons réhabilité le régime de Bachar al-Assad. Il a la capitale de Damas, il a la route vers la Taki, vers la Méditerranée. Et on va aussi récupérer la deuxième ville de pays. Et on va pousser les extrémistes vers le nord-est de la Syrie, où ils sont les Kurdes. Le combat, ça sera entre les Kurdes d'un côté et les extrémistes de l'autre côté. On va dire, OK, on va bombarder cette zone-là. Cette zone, Alep, Damas et Ghouta jusqu'à Homs, tout ça, cette zone, ça sera la zone de négociation. Et là, on va réhabiliter le régime de Bachar al-Assad comme un vainqueur. Là, il y aura plus de cartes à jouer comme un vainqueur. Un mot, Imad Oussari, j'ai vu des opposants sur le plateau qui faisaient partie à l'époque, le CNS, parce que ça a changé tellement de fois de sigle, qui étaient évidemment contre toute négociation avec Bachar al-Assad. Ils ont changé depuis. Certains se sont rangés, se sont alignés du côté des Russes. Est-ce que c'est votre cas ? Est-ce que vous dites aujourd'hui il faut accepter Bachar el-Assad dans la transition politique, si c'est 6 mois, 12 mois, 18 mois, mais en tout cas il faut arrêter maintenant les massacres? Moi je crois quand même, pour être un peu vraiment dans la logique des choses, j'ai jamais déclaré mon problème c'est avec la personne de Bachar el-Assad. Aujourd'hui nous avons un problème. Il faut trouver une solution. La solution, il faut le trouver. Mais il ne faut pas aussi sortir le tapis rouge à Bachar al-Assad en sortant comme un vainqueur et malgré toute la désastre qu'il a commis. Il faut rappeler aussi, il faut rappeler aussi Nelson Mandela, en sortant de prison, il a signé un accord avec la personne qui a mis en prison. Donc c'est un exemple que je mets un peu en tête, mais il ne faut pas oublier quand même, Bachar al-Assad, il doit être quand même suivi par le cours pénal et il doit être... Mais ça, je pense qu'il n'a pas trop envie. Mais justement, nous, les Syriens, nous sommes vraiment pas les vrais acteurs. Les vrais acteurs, c'est les Américains et les Russes. Et même les Européens, malheureusement, pour vous dire les choses aujourd'hui, la menace vis-à-vis de l'Europe, c'est vraiment vis-à-vis de l'immigration qu'on dit l'immigration, mais l'immigration, ça porte aussi beaucoup de risques terroristes aussi. David Rigoud-Larose, est-ce que la situation est hors de contrôle? C'est quand même des mots forts, ce qu'a employé le secrétaire d'État américain John Kerry. On contrôle plus rien aussi? Oui, non, c'est intéressant et je rebondis sur ce que vous disiez quand vous dites c'est la diade américano-russe qui gère, oui, qui essaie de gérer, mais justement, ce type de déclaration montre que la situation échappe quand même à ceux qui sont les super grands, entre guillemets, tout simplement parce qu'il y a des acteurs régionaux qui ont leur propre agenda, qui ne coïncident pas avec ceux... C'est les Saoudiens, ce sont les Turcs? Oui, les Turcs, les Saoudiens, les Qatariens, les Iraniens, etc. Et donc, il y a une autonomisation de ces acteurs qui n'existaient pas avant. Et c'est là où, d'ailleurs, cette déclaration de Kerry est révélatrice. C'est-à-dire que j'allais dire la capacité d'agir des grandes puissances est relativisée dans le contexte syrien qui est extrêmement fragmenté. Et c'est presque un aveu, pas d'impuissance, mais en tout cas on n'est plus dans la configuration de Sykes-Picot où on imposait des choses. Mais c'est la conséquence. Comment il veut aujourd'hui contrôler une situation qui a lâché la... C'est pas seulement une conséquence, c'est une évolution aussi sur le long terme. C'est une région effectivement qui sort d'un certain cadre préexistant historique qui est envoyé à Sykes-Picot, etc. D'ailleurs, malheureusement, la Syrie en tant que telle n'existe plus vraiment. Aujourd'hui, elle est morcelée. Oui, et d'ailleurs, la question se posera même des frontières. Est-ce qu'elle gardera ses frontières à long terme? Les débats tenus sur la fédéralisation, sur la cantonisation, sur le mode de certains disent que le Nord pourrait revenir aux Kurdes, qui a d'ailleurs déjà déclaré une région autonome. Oui, si on peut voir la carte, que tout ce qui est Damas, l'attaqué, pourrait revenir au régime syrien. C'est un fantasme. Pour moi, c'est un fantasme. Sauf que sur le terrain, c'est déjà ce qui est en train de se passer. C'est que en fait, aujourd'hui,
pour découper en fait l'État syrien, il faut avoir aussi l'accord d'État autour de la Syrie. C'est la première chose. C'est le peuple syrien. Aujourd'hui, c'est pas les gens qui disent, qui déclarent qu'on voulait avoir l'État kurde, qu'eux qui ont le pouvoir aujourd'hui. Les Syriens en majorité, ils veulent garder le territoire de la Syrie aujourd'hui. Actuel, on va dire. Oui, mais David Rigoulet-Rose vous pose une bonne question, c'est lesquels? Les Kurdes syriens, lesquels? Les chiites, la Syrie, 180 000 kilomètres, c'est ça la Syrie. Après, c'est pas parce qu'aujourd'hui... C'est la Syrie, ça explique où pour l'instant, on a accepté la Syrie, ça explique où, bien sûr. À partir du moment où il y aura reprise du pouvoir à Alep par le régime a repris le contrôle de Homs, le régime contrôle très largement Hama, il contrôle la zone côtière de l'Attaquié. À partir du moment où il aura repris le contrôle d'Alep, il aura coupé toutes les voies d'accès pour la rébellion à partir de la Turquie. Je veux dire, la problématisation de la fédéralisation de la Syrie n'en est plus vraiment une à ce moment-là. Il aura reconstitué une très large partie de l'unité. Il restera une petite partie autour de Raqqa et de Deir ez-Zor, mais qui est actuellement massivement bombardée par la coalition internationale parce que c'est plutôt le fief de l'État islamique. L'organisation de l'État islamique. Et donc, en réalité, tout ça est assez fantasmé. Il y aura sans doute une petite concession pour les Kurdes au nord, mais c'est tout. Philippe Migaud, est-ce que cette guerre finira? Parce que la question se pose, ça fait 5 ans. J'allais y venir. Est-ce que cette guerre finira? Une guerre se finit toujours. Ça se finit toujours un jour ou l'autre. Non, je pense aussi la prudence de John Kerry qui dit que c'est hors de contrôle. Et puis on dit aussi qu'on ne se mouille pas trop. Mais rappelons-nous d'une chose, c'est qu'on a promis qu'on allait marcher sur Mossoul et qu'on allait marcher sur Raqqa. Il va falloir qu'on prenne des villes qui sont défendues par des gens qui sont prêts à mourir, qui sont formés pour tuer, qui vont attendre qu'on rentre pour faire du combat urbain, qui n'attendent que ça, de mourir en martyr. Rappelons-nous du nombre de victimes civiles qu'il y a eu à Falloujah, en Irak, quand les Marines ont dû reprendre le contrôle de Falloujah. À partir du moment où vous êtes dans du combat urbain, en face de gens qui sont formés pour ça, qui sont prêts à mourir, mais il est bien évident que quand on va décider d'aller vers le nord, quand on va décider d'aller vers Mossoul et quand on va décider d'aller vers Raqqa, mais les Américains vont se retrouver dans la même situation que les Russes actuellement à Alep et que le régime de Bachar. Donc surtout, je pense qu'ils se gardent bien de donner des leçons, sachant ce qui les attend. Parce qu'il est bien évident que les batailles les plus dures, elles sont devant nous. Elles ne sont pas encore derrière nous. Le plus dur reste à venir. Elle finira, cette guerre, David Rigoulet-Rose? Une guerre finit toujours, mais ça dépend dans quelles conditions. C'est le problème. Quand on voit le résultat de 14-18 et ce que ça a donné après, compte tenu des frustrations. Donc toute la question, c'est savoir comment on peut sortir d'une guerre. Parce qu'il faut, de toute façon, il n'y aura qu'une solution politique à la question syrienne. Ce n'est pas une solution militaire. Mais évidemment, la question politique soulève d'énormes problèmes. Parce que j'évoquais la question des frontières, des représentations des communautaires, etc. Et là, on est loin du compte pour l'instant. Oui, mais donc ça veut dire que pour l'instant, ça va durer, malheureusement. Et ceux qui souffrent sont évidemment ceux qu'on voit dans les reportages, des civils, des femmes, des enfants. Et c'est ça qui est tragique. Et rappelons-nous, pardon. Allez-y. Et rappelons-nous d'une chose quand même, c'est qu'on parle de solutions politiques, encore une fois, comme si nous pouvions, nous, de Paris, de Moscou, de Washington, décider de régler les choses par nous-mêmes en se mettant autour d'une table. Mais encore une fois, l'État islamique, il ne se mettra pas autour d'une table. Al-Qaïda ne se mettra pas autour d'une table. Et avant d'arriver à une solution politique et de ramener la paix, il va falloir éradiquer ces mouvements-là. Ces mouvements-là, c'est des dizaines de milliers de combattants. Ces dizaines de milliers de combattants, ils savent que ce qui les attend, c'est soit un succès d'année de Guantanamo, soit le Cour pénale internationale. Et eux, ils sont formés pour le martyr. Excusez-moi, mais avant d'arriver à ça, il faudra d'abord les détruire. Oui, on a bien vu à Marat El-Nouman récemment. C'est pas fatalité. En fait, oui. C'est pas fatalité. En fait, moi, j'étais à Raqqa en 2012 et j'ai vu quand même l'armée syrienne qui était en face où ils contrôlent Daesh. C'était visible par les deux côtés. Moi, j'étais un peu surpris. Pourquoi ils bombardent pas entre eux là? Il y a 500 mètres qui étaient ligne visible en fait. Aujourd'hui, on ne faut pas dire que ces gens-là ils sont venus comme ça, mais il faut dire comme ils sont venus, il faut mettre la force pour enlever ces gens-là. Le peuple syrien, c'est pas un peuple radical en nature. Non, mais je rappelle qu'il y a une bonne partie de ces combattants qui ne sont pas des Syriens. Vous pas des Syriens. Tchétchènes tout à l'heure. Oui. Vous avez des gens qui viennent de l'ensemble de l'Oumma. Des Saoudiens, des Français aussi, des Européens, qui viennent, des Libyens. Et puis je rappelle une chose, c'est que ces gens-là, il va falloir les neutraliser parce que s'ils s'éparpillent dans la nature, on va avoir quoi? On va avoir des 13 novembre tous les 4 matins dans nos rues? Exactement, je suis d'accord. Pour ça, allez, c'est la fin de ce débat. Merci à vous d'y avoir participé. On accueille tout de suite Myriam Amellal, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce lundi.
Bonsoir Myriam. Bonsoir. Alep sous les bombes, hein, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup de photos terribles. Hein. On parle de ces hôpitaux qui sont bombardés, de cette ville qui n'a plus de pédiatre puisque son dernier pédiatre a été tué. Beaucoup de photos, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Exactement. Alors vous le disiez tout à l'heure, la situation est un peu plus calme, mais elle reste quand même très tendue. On a par exemple ce site qu'on pourrait traduire par témoin oculaire où on apprend minute par minute les opérations, ce qui se passe exactement dans la ville d'Alep. Vous avez par exemple ce tweet qui parle de 2 obus sur un quartier qui s'appelle quartier d'El Furqan, qui a touché une mosquée. Vous avez donc ces sites qui sont très regardés, qui sont en général, ces messages sont postés par des gens proches des rebelles, mais ce sont des informations aussi précieuses, des photos qui sont postées sur ces sites, sur Internet et sur Twitter. Vous avez également, Vanessa, des dessins pour parler de la Syrie. Vous avez ce dessin qui est absolument incroyable. On voit Bachar al-Assad en zombie qui dévore la Syrie, une espèce de cannibale qui mangerait la Syrie. C'est un dessin que j'ai trouvé dans le quotidien Sharq al-Awsat. Vous avez un autre dessin, celui-ci, où on voit des barils d'explosifs qui tombent. Vous avez sur l'un des barils inscrit « baril du régime » et vous avez ici « baril de la communauté internationale », comme pour dire que finalement l'inaction de la communauté internationale est aussi responsable de ce qui se passe à Alep. Mais vous avez également dans les médias les réactions côté régime. Vous avez par exemple cet article de quotidien Al-Watan qui est proche du régime syrien qui parle d'opérations terroristes sur Alep, qui explique que ce sont les rebelles qui ont commis ces atrocités. Vous avez également le quotidien Al-Wifar qui est un quotidien iranien qui a pratiquement la même version avec quelques nuances en disant qu'il y a tout de même des bombardements du régime, mais qui parle de 96 martyrs et 500 blessés causés par des opérations terroristes à Alep. Donc vous avez aussi toutes ces versions qui se croisent sur les réseaux sociaux. Un autre sujet, toujours lié à Alep, c'est ce médecin, vous le disiez, ce médecin d'Alep. Voilà, Dr Mas, qui a été tué. On retrouve sa photo toujours aujourd'hui encore sur les réseaux sociaux et on parle beaucoup de lui et on a même une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux de sa dernière garde. Je vous propose de regarder cette vidéo où on voit voilà, l'hôpital à quelques instants avant le bombardement. On va voir aussi le pédiatre qui se prépare à sa dernière garde. Et on a d'ailleurs écrit sur le bandeau qui circule qu'il se prépare donc à effectuer sa garde. Et juste après ce passage, vous allez le voir, il sort hors champ et puis vous avez l'explosion qui va survenir. Voilà, c'est une vidéo qui est énormément regardée sur les réseaux sociaux. Alors on parle de ce médecin, mais on parle aussi des médecins irakiens, parce qu'on parle beaucoup de l'Irak aussi, de la situation en Irak, situation politique et situation aussi sécuritaire. On parle dans le Wall Street Journal des médecins irakiens qui quittent l'Irak à cause des violences, pas forcément les mêmes, des violences surtout causées par les milices dans les hôpitaux, des familles, c'est des violences plutôt confessionnelles qui reprochent aux médecins de ne pas avoir bien soigné leurs malades. Il y a tellement d'agressions que le ministère de la Santé irakien a décidé de créer un tribunal spécial. Les auteurs des agressions sont passibles de 3 ans de prison ferme. Mais on apprend dans cet article qu'il y a 330 médecins qui ont quitté l'Irak fin 2015 et qu'il n'en reste plus beaucoup et qu'ils quittent tous le pays, ce qui est un drame. Et puis pour terminer, ce hashtag de Médecins sans frontières qui montre cette vidéo avec ce hashtag Not a Target. Nous ne sommes pas une cible pour expliquer qu'il faut arrêter de cibler les hôpitaux et les médecins. Merci beaucoup. Merci Myriam Amela. On retrouve à 20h45. Merci à tous les 4 encore d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée sur France 24. Je vous retrouve demain soir à partir de 18h de Paris. Tout de suite le journal.